Bonjour, vous êtes sur Vlan. Aujourd'hui, on va parler d'un métier dont beaucoup de gens parlent, autant en positif qu'en négatif, qui est Chief Happiness Officer. Et je reçois Arnaud Collery, qui fait ça depuis 20 ans, en tout cas qui s'intéresse au sujet depuis 20 ans et qui a pas mal de parti pris sur le sujet. Euh, on y va directement sur est-ce que c'est du bullshit, pas du bullshit, est-ce que ça parle à tout le monde, à tous les gens dans la société, ou est-ce que c'est uniquement pour les cadres un peu bobos. Enfin bref, on va directement dans le sujet. Je pense que ça va vous intéresser, j'espère en tout cas. Pour moi, c'est un sujet qui me semble important. Donc voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Arnaud Collery. Arnaud, on se connaît de New York. Salut. Bonjour. Et alors, tu es Chief Happiness Officer. Oui. Ou Happiness Officer. Happiness Officer. Et alors, Ou on va Happiness rentrer. Manager. Voilà. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Parce que ce podcast, il s'appelle Vlan. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va pas trop faire de bullshit. Et en même temps, Chief Happiness Officer, il y a énormément de gens qui disent que c'est un peu bullshit comme job. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur répondre? Enfin, parce que autant aller directement Ouais, dans le sujet, d'accord. quoi. Donc, est-ce que c'est bullshit ou pas? Ouais, et pourquoi ça l'est pas, en fait? Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il y a ces petites controverses en ce moment Ouais. sur ce métier, pour une raison qui est centrale. Pour moi, c'est celle de l'authenticité. C'est marrant, lorsque je regarde les gens qui écrivent contre ce métier, contre cette mouvance du bonheur, c'est souvent les gens qui tiltent pas lorsqu'on parle d'authenticité, de choses émotionnelles. Et pour moi, c'est la base de tout. Il y a Chip Conley, qui est un des gourous du management, du consulting aux États-Unis, qui décrit employee engagement, comment fédérer ses employés, de la manière suivante. Que fédérer ses employés, employee engagement, c'est l'attachement émotionnel que l'on a par rapport à une boîte. Point barre. Et l'émotion, c'est quoi? C'est l'authenticité. Donc ceux qui disent que c'est du bullshit, c'est ceux pour lesquels l'authenticité est quelque chose à remettre complètement en question. Et je leur dis à ces gens-là, regardez-vous d'abord, est-ce que vous avez innové dans la vie? Est-ce que vous comprenez les gens qui ont changé de vie? Est-ce que vous comprenez ce mouvement de transformation culturelle, d'ailleurs, dont parlent des gens comme Nicolas Sekaki, président d'IBM France? On était ce week-end ensemble aux rencontres internationales du marketing à Marrakech. Pour lui, cette question du bonheur en entreprise, d'autonomie des employés, si on élargit, est centrale. Ça fait même partie de cette transformation culturelle, plus que la transformation digitale. Il n'y a pas de transformation digitale sans transformation culturelle. Donc, c'est absolument pas bullshit, c'est complètement au cœur de tout ce qu'on est. On passe un tiers de notre vie au travail. Ça fait à peu près 10 000 jours, je crois, par entre 22 et 65, 67 ans, je ne sais trop quoi. Donc, c'est la responsabilité pour moi de chaque manager, non pas de rendre heureux les autres, de faire en sorte de libérer leurs émotions, de faire en sorte d'accepter l'état émotionnel dans lequel ils sont chaque jour, afin de permettre qu'ils deviennent la meilleure personne qu'ils sont. Et au final, plus de créativité, plus de productivité, donc tout le monde est content. Ça aide la société, ça aide les employés et ça aide la manager. Donc absolument pas bullshit, c'est complètement au cœur de ce qu'on fait. Et j'irai même plus loin, les Chief Transformation Officer ou même les Chief Digital Officer, on vient de voir une vidéo de Maud Bailly, sont l'exemple même. Ils parlent que de ça, que de transformation humaine. Aujourd'hui, et je trouve que c'est une très bonne chose, ceux qui ne comprennent pas la transformation humaine, ceux qui parlent de bullshit là-dessus, sont ceux qui devraient être sautés, sont ceux qui devraient être virés des boîtes. Donc j'irai même plus loin que ça. Ceux qui ne comprennent pas cette base. J'ai un ami qui s'appelle Jonathan Hall aux Nations Unies, qui est responsable du well-being, toutes les études statistiques, pour le coup lui c'est un statisticien, etc., qui dit que la révolution humaine, celle du bonheur, est plus importante que la révolution industrielle. Donc c'est une longue réponse à la question, mais voilà. Mais alors du coup, tu parles d'émotion. Est-ce que vraiment, si on parle d'émotion, on va parler nécessairement de masculinité, de féminité, mais aussi de vulnérabilité, enfin surtout de vulnérabilité. Est-ce que l'entreprise, c'est l'endroit pour exprimer sa vulnérabilité? Pour moi, c'est
c'est pas que c'est l'endroit, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Effectivement, dans les années 80-90, il y avait ce truc, on rentre dans le monde de l'entreprise et les émotions, on les laisse à la porte le matin et on les reprend le soir. Aujourd'hui, c'est impossible car on sait, tu es un homme de marketing, on est tellement connecté qu'on ne peut pas, tout est transformé, tout est pareil. La vie personnelle, la vie professionnelle est mélangée, ce qui fait que les 20 à 22 ans d'ailleurs utilisent Facebook, même au lieu des emails, pour contacter leurs partenaires, leurs clients et les employés de la même boîte. Donc on est obligé de vivre l'émotionnel. J'ai même noté ça. Moi, mon approche n'est pas une approche intellectuelle, de sociologue, c'est une approche complètement de praticien. C'est une approche artistique, effectivement, parce que la vulnérabilité, c'est quelque chose d'artistique. Enfin, c'est pour ça que Brené Brown, qui a fait son TED Talk par je ne sais combien, qui a été vu plus de dizaines de millions de fois, tous vus dans les entreprises américaines, dans les entreprises africaines, les entreprises du Moyen-Orient, où j'arrête pas d'aller, en Asie. C'est même, j'ai noté cette phrase, je trouve ça assez intéressant que les Français qui adorent les réalisateurs indépendants, etc. Ingmar Bergman, qui avait dit à un critique de cinéma, il ne s'agit pas de comprendre un film, ce qui est le plus important, c'est l'expérience émotionnelle. On peut parler de film, on peut parler même d'expérience client, on peut parler d'expérience employé, on peut parler de tout. Aujourd'hui, c'est l'expérience émotionnelle qui prime. Donc oui, on est obligé d'y faire face, car si on n'y fait pas face, c'est pour ça que 50% de ce que j'appelle les juniors millennials, les moins de 32 ans, c'est pour ça qu'ils partent de l'entreprise. Tout simplement si on n'accepte pas leurs émotions. Un truc très pratique, on y reviendra, mais un truc très pratique pour faire face à ce besoin d'émotion des gens, c'est le check-in émotionnel. On a peut-être parlé le lundi matin, qui est tout demandé au sein de son équipe. Quel est l'état émotionnel dans lequel tu es ? Il ne s'agit pas de faire le coach ou il ne s'agit pas de faire le psy et d'essayer d'aider à la personne de trouver les ressorts en elle-même, ce qui est toujours l'intérêt du coach. Si tu n'es pas coach dans l'âme, si tu n'es pas formaté pour être coach, ce que tu fais simplement en tant que manager, tu écoutes. Et l'émotion, c'est juste d'écouter. Et aujourd'hui, il y a Chief Happiness Officer, l'autre jour, je me disais, en fait, c'est un accélérateur d'empathie. C'est tout ce que tu es. On a un besoin d'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sens de vie, de compréhension de l'autre. Les gens se barrent d'entreprise. Et alors, du coup, tu parles de Brené Brown et c'est parfait. Parce que donc elle a écrit ce bouquin sur la vulnérabilité. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais du coup, tu vas comprendre pourquoi je parle de masculinité et de féminité. Pas de hommes et de femmes, mais bien de masculinité et féminité. Brené Brown, elle avait l'habitude de voir que des femmes dans ses conférences. Et une fois, il y a un homme qui est resté jusqu'à la fin de sa conférence. Elle raconte je ne sais plus si c'est dans le TED Talk ou dans son bouquin, que j'ai lu le bouquin et j'ai regardé le TED Talk. Elle dit, il y a un mec qui vient la voir et au début, elle ne veut pas lui parler, machin. Et puis, en fait, au bout d'un moment, le mec vient lui parler. Il fait, qu'est-ce que vous voulez ? Et il lui dit, mais dans votre talk, vous parlez que des femmes, en fait. Et comment on fait quand on a un homme Et en fait, elle n'avait jamais vraiment réfléchi à la question de la vulnérabilité et du masculin. Et donc, les hommes, en général, sont plus masculins, ont plus de masculin. C'est pas toujours vrai, mais voilà. Toi, dans les entreprises, donc ce que tu décris, c'est vraiment ouvrir, écouter, etc. Mais les hommes... ou les gens qui ont un côté masculin plutôt très développé, sont fermés à cette partie-là, en fait. Oui. C'est passionnant mon métier pour ça en particulier. C'est même le vulnerability management. Pour moi, c'est l'accès à la vulnérabilité, l'accès au cœur. C'est de parler de cœur à cœur, d'ouvrir. Ce qui compte là-dessus, c'est la chose primordiale, c'est qu'effectivement, le CEO, le président de la boîte, le managing director, qui que ce soit, qui soit au top de la pyramide, comprennent ça et que ce soit le premier à ouvrir son cœur par une vulnérabilité. Comme a fait le CEO de Danone il y a quelques années au truc d'HEC, ou comme a fait on fait des events un peu partout qui s'appelle Stand Up for Passion. On en a fait au Maroc il y a quelques temps et Abdou Diouf, qui est quelqu'un de très connu en Afrique et au Maroc, bref, on l'a casté pour être un autre speaker. Et quand il est venu au coaching, je peux le dire là parce qu'il sera tout à fait d'accord avec le fait que je le dise publiquement, il dit mais c'est quoi ce truc, Arnaud, complètement parler ? Arnaud, je fais des speeches dans toute l'Afrique, je ne vais pas complètement me dévoiler. Ben, je dis, tu peux ne pas te dévoiler, sauf que si tu ne te dévoiles pas, tu ne peux pas faire mon event. C'est la vulnérabilité, et pour les hommes encore plus. Et donc, il nous a raconté une histoire incroyable, belle de vérité, qui va être sortie dans 3 jours dans notre chaîne YouTube, où il raconte la première fois où il est en face de certains Marocains qui le traitent de cafard en arabe, sans savoir qu'il parle arabe. Et là, en gros, il fait l'audit, et à la fin, il leur raconte ce qu'il va faire en termes d'audit, les processus, je ne vais pas en parler. Et il leur répond, non seulement je ne suis pas un arabe, mais voilà, je ne suis pas un cafard, mais voilà ce qui va se passer pour vous.
Et il avait jamais raconté cette histoire. Et cette vulnérabilité dont on parle, c'est de raconter cette histoire qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Cet élément déclencheur, cet élément phare, cet élément pivotal, où en gros l'émotion s'était ouverte. Et une fois qu'on raconte qu'à ces capitaines, ces lieutenants, et que ça peut descendre ensuite et aller jusqu'aux employés, c'est magnifique. Un de mes clients principaux, c'est Carim, une start-up qui vaut 2 milliards aujourd'hui en 6 ans d'existence au Moyen-Orient. C'est le compétiteur principal de Uber. Leur principale raison de succès, ils disent, c'est le bonheur au travail, la vulnérabilité et d'engager simplement des employés qui sont au top de l'intelligence, mais qui savent aussi se dévoiler, se mettre à nu, enlever son masque. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est plus masculin, féminin, etc. Pour moi, je me suis jamais apaisé, j'étais un homme, mais comme j'étais vulnérable, la moitié de mes speakers sont des hommes. Effectivement, c'est beaucoup plus dur avec les hommes de le faire, mais une fois qu'ils ont compris, c'est très beau, je te jure, de voir des hommes pleurer et de se te donner. Et une fois qu'on s'est vulnérable, pourquoi c'est passionnant pour notre métier et pour la transformation dans sa globalité, c'est qu'une fois qu'on a fait pleurer quelqu'un, on l'aide à se dévoiler, c'est que une fois que ça s'est passé, ce déclencheur d'émotion va faire en sorte que tous les gens qui sont rentrés dans la boîte et qui ont connu cette personne lorsqu'elle a été à nu vont faire en sorte qu'ils vont rester dans la boîte. Parce qu'il y a quelque chose de très fort, il y a un ancrage émotionnel qui s'est mis et qui va rester. Alors du coup, j'allais te demander si c'était pas un peu du washing, mais en fait, je vais te poser une autre question. Pour les entreprises, c'est juste une solution, entre guillemets, pour générer plus de chiffre d'affaires, pour que les gens restent plus longtemps au travail? Alors, c'est passionnant parce que tout le débat contre, c'est ça. Mais c'est capitaliste, ça va aider les patrons. So what? Et alors que ça aide les patrons, tant mieux. Tant mieux que ça aide la société, tant mieux que ça aide tout le monde. Moi, je suis pour un truc commun, je suis un truc pour que ça aide les employés. Et puis moi, ça fait 20 ans que je suis sur ces questions de bonheur. 20 ans. Parce que les patrons ont enfin compris la productivité, ça fait 3 ans que je peux en faire mon métier. Donc, tu vois, c'est pas un truc de mode. Ça fait 20 ans. Effectivement, pendant 15 ans, machin. Et aujourd'hui, j'en dis toujours, mais non, les gens, ils sont plus heureux. Et aujourd'hui, c'était prouvé. En fait, la seule différence, c'est que depuis 3 ans et demi, en gros, il y a les premières études qui sont sorties, montraient que c'est la créativité et la productivité, en plus jusqu'à 30%. Mais c'est la même chose. Et donc, tant mieux que ça bénéficie. Moi, le truc, c'est que la personne, en tant qu'individuelle, elle devient la meilleure version de nous-mêmes. Elle s'ouvre, elle devient ce qu'elle est, elle utilise ses talents. Elle amplifie ce qu'elle est. Et que ça aide tout le monde, tant mieux. Ce qui permet de toute façon, in fine, c'est quoi? C'est à l'individu que ça va aider. Et puis en plus, à la société. Et puis que ça aide à la boîte, tant mieux. Moi, mon truc, c'est que ça aide d'abord je suis ni du côté du patron, ni du côté des employés, je suis du côté de vraiment l'humain. Comment faire en sorte que l'humain éclate, l'humain vive, que l'humain soit le premier pétrole de l'entreprise. Et là, je reviens donc de ces rencontres internationales du marketing organisées par Innovacom à Marrakech. Et finalement, tous les 3 jours, alors qu'on avait des ateliers sur le lead generation, sur le data scientist, etc., on n'a parlé que de l'humain, au cœur, c'est ça, c'est l'écoute, l'empathie. Et alors, du coup, tu faisais référence tout à l'heure au talk de Maud Bailly, donc, qui est la directrice digitale, la CDO du groupe Accor. Elle parle beaucoup de différentes typologies d'intelligence. J'aimerais bien que tu m'expliques ces différentes typologies d'intelligence, mais surtout, est-ce que toutes sont câblées, on va dire, pour recevoir des coachings sur le bonheur? Non, c'est une excellente question et ça me passionne. Très tôt, j'ai vu ça, en fait. Il y a ces intelligences, on va dire, pour moi, créatives, qui sont dans la pure création. Il y a ces intelligences, souvent il y a un parallèle, mais pas toujours, ces intelligences émotionnelles, dont le but premier est les gens qui se connectent très vite à l'autre. Ils ont cette relation l'autre. Il y a cette intelligence que j'appelle, et même si moi je ne l'ai pas, hein, donc cette intelligence, on va dire, pure, c'est une espèce d'intelligence au sens, surtout les Français ils pensent cette intelligence, donc c'est les mecs qui travaillent à l'école et qui sortent avec HEC, qui sortent avec l'ENA, qui sortent avec l'ESSEC, etc. Ça c'est de l'intelligence pure, qui n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle et qui n'a rien à voir avec l'intelligence créative. C'est même de la culture, quelque part. Enfin, c'est autre chose, on peut en parler. Mais pour moi c'est de l'intelligence neurone, j'appelle ça même l'intelligence, c'est de l'intelligence pure. Simplement, c'est de l'intelligence processus. Effectivement, de l'intelligence processus, on pourrait dire un peu type A si on était aux États-Unis, elle est un petit peu plus difficile à coacher que l'intelligence créative, que l'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est ces 3 grandes intelligences. Après, il y a l'intelligence spatiale, il y a l'intelligence...
On en a, les sharders disent qu'on a 7 surtout. Moi, j'en vois surtout 3. C'est l'émotionnel, la créativité, c'est intelligence pure. Alors, j'aimerais l'avoir. Hein, c'est ceux qu'ont les scientifiques, qu'ont les ingénieurs purs. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde, enfin, tu as entendu parler, tous les techos, pour réussir, il faut qu'ils deviennent un peu créatifs, il faut qu'ils s'ouvrent à cette intelligence, et tous les créatifs, pour la première fois, émotionnels, il faut qu'ils s'ouvrent à cette intelligence de la technologie aussi. Et c'est pour ça que on avait quelqu'un ce week-end de Sonépar qui nous parlait il faut recruter des bicéphales. Voilà. Il faut recruter des gens qui sont... C'est rare, c'est multiforme, multitalent. Tu me parlais des talents, parce que une des fonctions premières du CHO, du Chief Happiness Officer, ou quelle que soit la dénomination qu'on lui donne, mais cette personne qui respecte, qui cherche l'humain avant tout dans chaque personne, c'est de déceler les talents. Et une fois qu'on a trouvé les talents, les mettre au mur, les afficher, pour que les gens se mettent en commun par rapport aux talents qu'ils ont trouvés, par rapport aux passions de chacun, peut-être par rapport aux histoires qu'ils ont vécues auparavant. Donc toi, tu ne crois pas du tout à cette histoire on parle beaucoup de balance entre la vie privée et la vie professionnelle. Non, moi je parle de exactement ce que parle Arianna Huffington, qui doit te parler, qui fait des choses passionnantes avec sa plateforme Thrive. Elle parle d'intégration. Je suis tout à fait d'accord, elle dit qu'il n'y a pas de balance, c'est pas possible aujourd'hui de faire complètement une balance. On est... tout simplement pour une raison, c'est que la plupart, on dit 90% des gens peuvent perdre leur boulot dans 6 mois. Tu retournes dans les années 80-90, a priori, il y avait pas mal de boulot, tu sais que tu es tranquille pour 2-3 ans, sauf si tu es vraiment une grosse merde, une grosse erreur. Aujourd'hui, personne ne sait si ton boulot, il va être toujours là dans 6 mois, ou alors ton service va être dégommé, ou la société dans laquelle tu vas être, à moins peut-être que ce soit Salesforce ou une grosse boîte comme ça, va tout perdre dans 2 ans. Donc je ne crois absolument de cette balance et une intégration qu'il faut. Mais dans cette intégration, par contre, il faut toujours quand même parler de flexibilité et de pousser quand même la balance. Je pense que c'est ce qui existe au niveau global, l'intégration, si je prends un peu de recul. Par contre, sur le concret, sur le micro, au niveau du management, effectivement, il faut donner de la balance aux employés. Et effectivement, il faut faire en sorte qu'en France, surtout, pas faire autant de présentiel. Tu le sais, on le répète, au Danemark, au Finlande, etc., on quitte l'emploi à 5 heures, même aux États-Unis, par New York. Sauf qu'en France, on doit rester jusqu'à 7 heures pour que ça fasse bien, etc. Donc là, c'est une connerie monumentale, on le sait tous. Il faut le changer. Et alors, du coup, parce que tu parlais tout à l'heure du compétiteur d'Uber qui est ton client, est-ce que tu penses que ça s'applique à toutes les typologies de profils? Parce que je vois bien ce que tu dis sur des cadres, des gens qui ont une vie active et qui ont un job souvent. Alors, il y a eu cet article en France qui est sorti, que tu n'as pas dû voir, que c'était à New York, qui est X% des gens considèrent que leur job ne sert à rien. Bon, j'imagine qu'il y a un certain nombre de cadres qui sont reconnus dans cette description. Mais quand il s'agit d'une femme de ménage, d'un chauffeur de bus, qui sont quand même la très très grande majorité des salariés en France, enfin partout d'ailleurs, est-ce que tu penses que ça les touche aussi, ce travail, tu vois 2 chiffres. 10% de la population, on va dire, de toutes les entreprises, quel que soit le socio-culturel, socio-économique, poste, parce que j'ai commencé quand même mon métier, la première fois que j'ai découvert ce truc de libération des émotions, c'était en faisant du volontariat dans les tribus quand même. Puis après dans les petits villages. Puis après je suis passé dans un incubateur de start-up en 2013 en Afrique du Sud, où j'ai fait ça avec les entrepreneurs. Je suis revenu à New York, j'avais 2014 entrepreneurs, et puis finalement avec toutes les boîtes, grandes boîtes, etc. 10% des gens en ont absolument rien à foutre de ce que je dis. Quel que soit le truc, qu'il soit au bas de l'échelle, ou qu'il soit tout en haut, PDG, CEO. 10%. Donc quoi que je dise, j'étais à Mexico, à Finovista, il y a 2 semaines, qui est un truc de fintech. 500 personnes dans la salle. Je leur dis, de toute façon, et puis là un peu plus qu'ailleurs, parce que la plupart de vous êtes en financier, quoi que je dise, il y en a 10-15% d'entre vous, absolument rien à foutre. Donc je vous conseille de partir, prendre votre iPhone, faire quelque chose. De toute façon, je ne veux pas vous rendre, quelle que soit la manière dont je le dise. 1. 2, ça c'est absolument rien à foutre. Après, il y a 30% des gens qui ne comprennent pas. Une fois qu'on fait le coaching, une fois qu'on fait les workshops, les ateliers, ou qu'on parle, parce que, in fine, c'est quoi? Sur le niveau du concret. Encore une fois, il n'y a rien d'intello dans ce que je fais, rien de sociologique. C'est de pratique, c'est de la pratique des émotions. Ce que je fais, c'est de faire respecter les différences de chacun, faire émerger l'histoire de chacun et amener le respect. Finalement, c'est ça. Au final, c'est amener le respect et l'écoute. Quand tu travailles avec des gens et que tu dis c'est le respect et l'écoute, tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde, 90%.
J'ai jamais essayé 10%. Moins les 30% qui comprennent plus ou moins. Non, ces 30%, tu les prends. Ah, ils les prennent aussi. Non, les 30%, c'est au départ. D'accord. Au départ. Il y a 10% que tu ne peux pas transformer de toute façon. Mais 30% qui sont un peu très sceptiques, on va dire. Et c'est ces gens-là que je peux te transformer le plus. Parce que ceux-là qui sont... c'est un peu du bullshit, effectivement. Ouais. Et ceux-là, à la fin, d'accord, c'est ça. En fait, c'est ce qui s'est passé encore ce week-end à Marrakech. Ah, tiens, c'est ça, en fait, le Chief Happiness Officer. C'est un truc sur les valeurs, sur le respect, sur la transformation. C'est sur travailler avec le directeur de l'innovation pour montrer à quel point le courage, le respect dans les boîtes et de faire en sorte que les émotions de chacun sont prises en compte quand on fait une grande transformation globale. Donc, oui, c'est pour tout le monde, quelle que soit la strate. En Colombie, je faisais un travail de consulting avec la Endeavor, qui est une des plus grandes plateformes. Ils ne sont pas encore en France, malheureusement. Ils sont dans 30 pays, y compris le Maroc. Une plateforme d'aide aux entrepreneurs, en gros. À la suite de ce que j'ai fait en coaching, maintenant, ils m'ont dit comment on va amener ça dans les villages, ce que je dis. Dans les villages, là où les mecs ils gagnent $150 par mois. Donc, on va le faire d'une façon adaptée. Donc, voilà, quel que soit, et encore une fois, j'ai commencé ça dans mes villages. Truc de respect, après je suis entrepreneur, et puis aujourd'hui, voilà, un peu tout à chacun, toutes sortes de boîtes. Et justement, on va pas, je vais pas que t'attaquer. Il y a quelque chose qui me semble, moi j'ai la sensation qu'on vit dans une société qui est en train de se scinder en deux. Alors on n'en a pas parlé avant, mais moi c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est-à-dire entre les gens qui vont voter Trump, l'équivalent en Italie, l'équivalent en Allemagne, l'équivalent en Suède, ce qui s'est passé au Brésil. Enfin, tu vois bien qu'il y a un repli sur soi extrêmement fort d'un côté, d'une énorme partie de la population. Et puis, de l'autre côté, moi je considère ça quasiment comme un acte de résistance, finalement, des gens qui se connectent à eux, à leurs émotions. Ouais. Donc, est-ce que tu crois que ton travail, il s'inscrit là-dedans? Enfin, moi, c'est ma pensée, en tout cas, c'est ma croyance. Est-ce que tu penses que ça s'inscrit là-dedans C'est là, si tu peux paramétrer un peu plus ta question. Plus. Bah, en fait, l'idée, c'est de se dire que dans un monde où chacun se replie sur soi, donc très nationaliste, finalement. Ouais. J'ai l'impression que tous les gens qui aident à ouvrir de l'autre côté ou qui s'ouvrent même, c'est quelque part un acte de résistance. Ce que je voudrais savoir, c'est, selon toi, est-ce que Chief Happiness Officer, c'est aider les gens aussi à pas se replier sur eux, mais plutôt à se regarder de l'intérieur, mais aussi à s'ouvrir aux autres, parce que quand tu parles de vulnérabilité, mais aussi de respect, c'est surtout ce mot de respect, parce qu'en fait, dans un autre podcast, on parlait de ça, on peut dire, quelqu'un n'a pas besoin de t'aimer, mais pour discuter avec la personne, il faut qu'elle te respecte, c'est un minimum. Est-ce que tu penses que ça s'inscrit là-dedans? Ça s'inscrit complètement là-dedans. Je repense à une conversation que j'étais dans le bus ce week-end avec un entrepreneur. Il me dit amener un Chief Happiness Officer, je sais pas si c'est quoi, c'est en gros tout le monde va être par là et tout le monde va être bisounours. Au contraire, c'est respecter mes premiers clients, c'est les minorités dans tous les pays. C'est les gens qui ont 2-3 cultures, et c'est ceux-là les premiers clients qui veulent se faire respecter en tant que leader, et puis faire respecter les autres minorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, couleur, sexuelle, tout ce que tu veux. C'est faire émerger les différences, du coup faire émerger les talents différents. Effectivement, ça s'inscrit là-dedans. Et plus on a en face des gens qui comprennent rien, les Trump et compagnie, plus effectivement, je pense, l'émergence de métiers comme moi et ce qu'on va faire in fine, notre conséquence, finalement, oui, c'est notre conséquence, c'est notre action. Je ne sais pas si c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est simplement de faire en sorte de ramener l'humanité au sein du travail au jour le jour et de montrer que c'est rien d'abstrait, comme ces 2-3 bouquins qui viennent de sortir. C'est quelque chose de purement concret, l'humain. Et si ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus politique, mouvement, eh bien tant mieux. Moi, c'est pas mon rôle. Je suis pas un politique. Je suis même pas un activiste. Je suis passionné de l'histoire des autres. C'est comme ça. J'écrivais des scénarios, faire des films avant. Mon truc, c'est que chacun respecte l'histoire des autres, respecte l'histoire des autres. Et puis j'ai vu, moi, ma créativité, j'ai vu que la mienne ou ceux avec lesquels j'ai travaillé, c'est toujours en respectant les cultures des autres et en mettant deux choses qui n'avaient absolument rien à voir. C'est comme ça que les créatifs souvent créent. On met deux choses qui n'ont rien à voir, et ça, c'est déjà en acceptant les différences culturelles, on voit des belles choses émerger. Donc oui, c'est complètement sa réponse à ta question, mais... Si, ça va. Et du coup, ce podcast s'appelle Vlan. Donc à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui? Je voudrais claquer à la porte à tous ceux qui jugent
trop vite en France. Et je voudrais claquer à la porte à ceux qui se disent, en France, il faut que je me fasse mon opinion très vite sur quelque chose. Alors que pour se faire une opinion sur quelque chose, ça vient de la créativité, il faut incuber, lire, expérimenter, vivre soi-même. On parlait de, alors c'est peut-être un peu long, mais IDEO, je sais pas, tu connais aux États-Unis, la grosse boîte d'innovation et de consulting passionnante. Le principal truc, ils disent, c'est le design thinking. Le mec qui a monté ça, c'est le directeur de Stanford School. C'est quoi le design thinking pour lui? C'est de l'empathie par rapport aux gens. Et comment il crée ça? Il accère ça pour lui, de créer de l'empathie pour l'autre, c'est de vivre les expériences d'un autre. Ce qu'on peut dire en France, vis ta vie quelque part. C'est de passer du temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, pour vivre ça, quand tu vis dans des cultures différentes, quand tu vis ou même des boîtes différentes avec tes employés, avec tes clients, je conseille les boîtes avec lesquelles passez 1 semaine avec vos clients, passez 1 semaine avec vos clients, passez 1 semaine avec vos partenaires, vous allez voir. Donc, vlan à ceux qui ont des idées préconçues tout de suite et qui essaient de mettre des gens dans des cases tout de suite. Vlan à ça. Et oui à la créativité, oui à l'ouverture d'esprit, oui à regarder de l'intérieur qui est cette personne, qui est la beauté intérieure dans chaque personne. Super. Merci beaucoup. Merci. Cool. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.